maintenant sur TPT+. Place Journal. Bienvenue Madame, Monsieur à cette rétrospective de la semaine qui vient de s'achever ce dimanche 26 septembre 2021 sur TPT+, votre chaîne panafricaine des diasporas. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente condition de suivi. Nous ouvrons ce journal rétro. La saison pluvieuse est désormais là. Il ne manque plus qu'une première grande pluie pour parler inondation et laisser entendre les dégâts ça et là dans la ville capitale économique. Ainsi, les habitants vivant les quartiers à risque d'inondation à Pointe-Noire redoublent d'ingéniosité pour limiter les dégâts. La saison pluvieuse et les risques avant-coureurs et les signes, s'il vous plaît, avant-coureurs, c'est l'objet de cette actualité de notre reporter Milano Royal. Nous sommes ici aux abords de la rivière Paris-Sanga, entre le 2e et le 3e arrondissement, Mvumvu et Luanjili, où les habitants de cette rue, donnant justement sur ce cours d'eau, se préparent déjà en conséquence à l'arrivée des premières pluies diluviennes. En effet, confrontés aux inondations récurrentes, ces derniers érigent des digues de fortune et surélèvent le niveau du sol afin de pouvoir sortir de chez eux sans trop de soucis au moment des pluies, ce malgré l'inondation. Nous avons érigé cette fondation pour éviter d'être bloqués chez nous quand il va pleuvoir. Car durant la saison des pluies, le quartier s'inonde énormément. On s'est donc cotisé entre nous pour pouvoir mettre en place cette fondation. Quand il pleut, nous n'arrivons pas à sortir de chez nous, même ne fût-ce que pour aller acheter quelque chose de l'autre côté de la grande avenue. C'est impossible. Car l'eau arrive jusqu'au niveau des tôles que vous apercevez là-bas. Les autorités nous regardent de loin. Je ne sais même pas s'ils regardent vos journaux. Il faudrait qu'ils suivent vos journaux pour se rendre compte des difficultés et des souffrances des populations. Nous sommes Congolais après tout. Nous ne pouvons pas souffrir de la sorte. Dans notre propre pays, il faudrait quand même aménager cette avenue. C'est un calvaire qu'ils vivent depuis des années sans que les pouvoirs publics n'y jettent un regard social réparateur. Et face à cette situation qui va de mal en pis, certains n'ont trouvé mieux à faire que de lancer un cri d'alarme à l'endroit des pouvoirs publics. Là où on est ici, c'est vraiment la merde. Quand tu pleut, il y a vraiment l'eau est partout, l'environnement est devenu sale, donc on a un problème. C'est pour cela que je demande au gouvernement de l'État congolais et au chef du quartier, le chef de bloc puisse voir certaines situations. De là où on est, s'ils puissent nous aider, on sera très ravis et contents. Ce cours d'eau que vous voyez est en crue lorsqu'il pleut et toutes les parcelles situées aux abords s'inondent au point que les enfants pourraient mourir par noyade. C'est pourquoi nous nous battons à construire ces digues en guise de préparation avant les pluies diluviennes. Le gouvernement ne parle pas, le maire non plus. Qu'ils viennent au moins voir ce qui se passe ici, car nous n'en pouvons plus. Plusieurs quartiers précaires de Pointe-Noire ont bénéficié ces dernières années du projet DURCAP. Cela soulagerait les habitants vivant aux abords de la rivière Paris-Sanga d'avoir à bénéficier de ce projet qui vise justement à apporter de la modernité dans les quartiers dits précaires. Dans la semaine, les commerçants du marché dit de Mayaka, dans le 2e arrondissement Mvumvu, ont déploré le fait qu'ils soient soumis à une taxe municipale de balayage qui ne contribue en rien à aménager leurs conditions de travail. Ils disent que l'état des lieux de ce marché laisse à désirer, tel un contraste entre la taxe municipale perçue et les conditions de travail des commerçants. Plus d'informations dans ce reportage. Le marché, ce cadre approprié pour nous approvisionner principalement en denrées alimentaires et autres, devrait être le lieu qui reflète l'hygiène et la qualité. Car du marché à notre table à manger,
les aliments devraient être tenus dans la stricte propreté, puisque davantage démontré aujourd'hui que c'est notre table qui nous tue. Et pour cause, les aliments arrivent sur notre table à manger déjà pollués depuis le marché. Les commerçants du marché Mayaka de Mvumvu, certainement conscients de l'insalubrité que renferme leur environnement commercial, dénoncent en chœur le contraste qu'ils constatent entre la taxe municipale qu'ils payent quotidiennement sans répit et l'état des lieux de ce marché municipal, tel un bidonville en pleine cité urbaine, hélas. Chaque année 10 000. Futana nani? Nata futana na ba responsable na okuwa na Amerika tumisa ba. Na ba soba ke te pesi 10 000 kupesa dia kwa 200 ya nani ya la mairie. Ya hiki. On a fait tous les jours de lundi à samedi 200. Les marchés sont sales. On ne balaye pas, on va d'abord le chercher de marché. Saison de pluie, c'est souvent comme ça. Ma toilette qu'elle veut, ma douche qu'elle veut, ma cousin va avec ma 200 femmes, qui a foutu ma billet, t'as ma caniveau, pour tout le poubelle, maintenant, avec ça, l'on passe. On a fourni ça sous maman. Il y a une qui a ça caillande, mais il y a une qui a recevoir, ni pas qu'elle a détruire le Congo. Et dire qu'ils paient cette taxe municipale sans un reçu qui authentifie ou officialise la transaction fiscale. N'est-ce pas là de la délinquance fiscale? Si c'est avéré qu'on ne leur donne pas en retour des reçus fiscaux, qu'à cela ne tienne, tout ce que veulent les commerçants de ce marché dit de Mayaka, c'est des bonnes conditions de travail, à l'effet de mieux servir leur clientèle. Sinon, comment imaginer un marché sans toilette publique, même payant, et que les vendeuses et vendeurs aillent se débrouiller dans la nature, et de quelle façon? Et pourquoi cette taxe municipale de balayage est disproportionnée sur nos marchés? N'y a-t-il pas une délibération municipale qui en régule? Surtout lorsqu'il ressort que là aussi, ces commerçants se débrouillent par eux-mêmes pour balayer, malgré la perception de la taxe par les services municipaux. Oh, la mairie qui nous a 200. Il y a la mairie qui fait du sabbat depuis le côté balayage. Dès que maintenant, avec ma frère balayage. La mairie balayage. Dès que balayage déjà. Mais avec le mec ça fait semblant. Il y a plus ça le moins balayage. Le contraste entre la taxe municipale et les conditions de travail auxquelles sont soumis les commerçants, par ricochet, les clients de ce marché de Mayaka, de Mvumvu, devrait préoccuper les autorités compétentes pour que vive l'assainissement de ce marché public. Nos politiques et administrateurs des affaires publiques aiment bien utiliser le concept continuité de l'État dans leurs différentes communications. Mais quant à traduire dans les faits cette continuité de l'État, voilà le talon d'Achille sous les pieds de nos autorités. Nous avons réfléchi dans la semaine sur la problématique de la continuité ou de la culture de la continuité de l'État au Congo dans ce reportage. Depuis des lustres, la continuité de l'État semble être une problématique plutôt qu'une culture de développement dans notre pays. En effet, la culture de la continuité de l'État trouve tout son sens en ce que les hommes, le cas échéant, les commis de l'État à quelque fonction que ce soit, sont de passage, soit par la mort parce que mortel, soit par révocation parce que incompétent,
soit par licenciement parce que indiscipliné, soit par mutation à une autre fonction parce que certainement compétent, soit par affectation pour multiples raisons, certainement des raisons de service, soit par fin de mandat parce que démocrate. Bref, vous pouvez multiplier les cas. Ainsi, pour ne pas que ce poste soit vacant, un autre compatriote sera nommé ou élu à cette même fonction pour assurer justement la continuité de l'État. C'est à partir de là, s'il vous plaît, que le bas blesse. C'est là toute la problématique de la culture de la continuité de l'État que fomente la quasi-totalité des fonctionnaires, du sommet à la base, de la base au sommet. À peine nommés ou élus à une nouvelle fonction en vue de la continuité de l'État, et déjà que les passations de service ne sont pas faites avec rigueur, ces compatriotes nommés nouvellement se croient tout permis. Ils viennent avec une armada constituée des parents, amis et connaissances, ses concubines, ses camarades membres du parti, ses frères de l'église ou des loges de tous ordres. Complétez la liste. Ils envahissent l'institution ou le ministère sans un test, créant ainsi de la frustration de la part des collègues qui les ont précédés, lesquels si souvent ne savent plus à quel sein se vouer. Et de là au désordre administratif, il n'y a qu'un pas. Voilà qu'on assiste bien souvent à un éternel recommencement dans notre administration publique. On abolit tout ce que l'autre avait laissé pour créer ses propres lois, ses propres process, ses propres taxes, ses propres collaborateurs, qu'il porte dans le sac partout où il va. Au finish, c'est l'administration nationale qui prend le coup, donc les administrés. Que des dossiers perdus, oubliés, jetés, mal orientés, retardés, doublement payés, jusqu'à empêcher l'installation d'un investisseur dans le pays. En effet, empêcher comme ça la création certainement des milliers d'emplois, ce qui pouvait réduire le taux des chômeurs et des désœuvrés dans la nation. Qu'est-ce qui peut, à la vérité, faire que des diplômés des hautes écoles, des technocrates, des politiques, disons simplement des pères de famille, manifestent manifestement des soucis de culture du principe sacro-saint de la continuité de l'État, un fait exprès pour assouvir ses intérêts personnels dans une administration bien de tous ou la preuve d'une incompétence avérée. Parmi les causes de notre sous-développement, n'oublions jamais de souligner la problématique de la culture de la continuité de l'État. Les hommes, nos politiques principalement, sachent qu'ils passeront d'une manière ou d'une autre, mais l'État ne passera pas. Que vive la culture de la continuité de l'État dans notre cher et beau pays, le Congo. Si le coronavirus Covid-19 est une pandémie dont son prémunir, s'il vous plaît, exige, entre autres, des mesures d'hygiène. Donc, la salubrité occupe une place de choix dans la lutte contre cet ennemi invisible. D'où vient-il alors que des bavettes usées, utilisées peut-être par des patients positifs au coronavirus, soient jetées ça et là dans la ville capitale économique sans aucune politique de ramassage systématique de ces déchets dangereux? Bavettes jetées ça et là, danger ou pas? Décidément, plusieurs pas dans les ruelles et avenues de la ville océane, sans croiser, sinon piétiner une bavette usée. Ces bavettes, justement, jetées ça et là, et jonchant comme un pavoisement municipal, les coins et recoins de nos quartiers, ne pouvaient-elles pas nous interpeller lorsqu'on sait que nous les portons pour nous préserver et pour préserver les autres contre le coronavirus Covid-19, un virus qui se transmet même à partir d'un objet utilisé ou touché par un porteur de cette pathologie. La norme sanitaire de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, recommande de jeter notre bavette après usage dans une poubelle, s'il nous plaît, dans une poubelle appropriée. Hélas, le manque d'hygiène nous caractérise. On ne comprend pas nos frères qui les font. C'est pas quand même normal. Si le cache-nez devient inutilisable, il y a de quoi jeter dans les bacs à feu, des bacs à ordures appropriés. Voilà. Maintenant de jeter n'importe où, bon,
sous la pression, n'est-ce pas, de nos autorités militaires. Bon, quelqu'un qui en manque peut ramasser comme ça une maladie comme par hasard. Voilà, donc nos frères doivent faire de leur mieux, n'est-ce pas, à jeter les cache-nez inappropriés aux places qu'il faut. Si vous mettez le cache-nez, mais bébé, ça le tout moyen possible pour ma côté poubelle, mais l'eau ça n'a qu'à poubelle. Parce que il y a pas de piège ici de ça va que ramasser. Va que l'ouate. Quand on va dans la bête pas couler dans l'ouate. C'est que là-bas on va mettre au bel, va que ramasser, va mettre l'ouate. Moi on est aux malades. Donc on y là, va s'arranger. Si cache-nez mes bébés, va couler ça dans la cachette. Si même l'ouate pas cache-nez comme salité, faut que l'eau soit poubelle. Poubelle qu'elle est. Donc c'est un avec pas congolais tout le monde. Quand on met ça à faire d'accord. Donc que l'eau ça faire là que car si nous sommes d'accord que la bavette est un puissant moyen de protection contre le coronavirus Covid-19, admettons aussi que cette bavette, bien plus usée, abandonnée à tout bout de champ, surtout à la merci de nos enfants, est un vecteur potentiel de transmission de ce cruel virus. Dans le cas où la bavette a été portée par un porteur de la Covid-19 ou pourquoi pas par un tuberculeux. Compris comme ça, l'on sous-entend, avec risque de nous tromper, que la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 via les collectivités locales devrait, n'est-ce pas, définir une politique de gestion environnementale avec un matériel de nettoyage approprié, propre à débarrasser systématiquement la ville, capitale économique, de ces bavettes usées jetées certainement par des citoyens sans culture d'éco-citoyenneté et donc sans foi ni loi. C'est une affaire de l'institution qui est appropriée à ramasser les ordures comme à Verda. Bon, les pauvres aussi sont en train de travailler, de faire leur boulot, mais certainement qu'ils doivent mettre des bacs à ordures, surtout les places publiques, là où il faudrait qu'on jette les cache-nez inappropriés. N'importe comment, avant que ces bavettes usées, potentiel foyer de propagation du coronavirus de type Covid-19, certainement ignoré jusqu'ici par les techniciens en la matière, ne causent des dégâts inestimables en termes de contamination ou simplement en termes de pollution environnementale, que des mesures d'assainissement environnemental soient initiées par les autorités compétentes pour éviter l'irréparable. Car autant il faut veiller au respect de la distanciation physique, au port de la bavette de protection individuelle, et j'en oublie, autant il faille veiller au respect de la destination finale de ces bavettes devenues usées. Donc, veiller aux normes HSE, hygiène, sécurité, environnement. Cette activité vitale d'hygiène semble échapper jusqu'ici au management de la coordination nationale de gestion de la crise sanitaire de la Covid-19, alors que l'hygiène est justement une des armes dans cette lutte contre ce virus destructeur, ami de l'insalubrité. L'on n'a donc pas besoin d'être un expert en HSE pour conclure sans sourciller que la bavette usée jetée ça et là, puis ici comme déchet médical ou pas, représente un danger, mais un grand danger pour l'environnement, surtout si elle n'est pas biodégradable et une source sûre de transmission de la Covid-19 à partir de la salive et de la transpiration, mais pas seulement. Nous ne faisons qu'annoncer, mais qui nous écoute. Notre rédaction, loin d'être un prophète de malheur, annonçait déjà ou appuyait déjà sur la sonnette d'alarme pour que la défunte SNE puisse épargner les populations d'éventuelles électrocutions, surtout en cette saison pluvieuse, et tout autre dégât lié aux câbles électriques sectionnés et aux poteaux usés qui jonchent la plupart de ces installations aujourd'hui. Malheureusement, c'est arrivé. Le vendredi matin au quartier Vungu, un agent de la SNE de Finte est tombé avec fracas avec le poteau qu'il grimpait pour aller, semble-t-il, rétablir le courant. Attention aux âmes sensibles.
Il est plus ou moins 9 h du matin lorsque l'irréparable arrive. Hélas, nous sommes à Vungu. Cet agent technique d'énergie électrique du Congo se fracasse au sol avec ce poteau électrique visiblement usé. Vite secouru par ses collègues et la population pour l'acheminer à l'hôpital. Remarquez bien qu'il a complètement perdu connaissance. Le sang coule de sa bouche, le pied droit bien déformé, preuve que la fracture est bien grave. Ça s'appelle accident de travail. Oui, ça peut arriver, l'on dira. Mais lorsqu'on connaît le mal et la solution adaptée à ce mal et qu'on ne fasse rien pour le remédier, appréciez vous-même. Changez le poteau là. Les contre-performances dénoncées autrefois par le gouvernement pour justifier le changement des dénominations de SNE à EDC sans se préoccuper de changer plutôt ou d'abord la racine de ces contre-performances, à commencer par la reprogrammation du logiciel mental de la ressource humaine, suivi par la campagne de changement de fond en comble du réseau électrique, entendu, poteaux endommagés, câbles électriques sectionnés, transformateurs électriques amortis ou court-circuités qui pilulent dans la ville capitale économique avant de procéder justement au changement de ce nom et à la campagne de changement des compteurs électriques. Fait comme ça, cet accident de travail serait peut-être évité. On a su qu'il y a joué et c'est une quantité la boudoir là où tout courant le noir tout quand même l'hôpital tout courant alors qu'on m'a pas mis mais bien qu'à monter pendant que me français monter là vous monter dans monter ma qui un sur tout courant comme on pour tout mettre la chaîne pour la poteau on a bon poteau mais c'est là ici à me bonner à vous donc pas me pizza la mission sur Simba demander de tout me c'est là déjà avec n'anglais tout en charge. Les abonnés d'énergie électrique du Congo qui ne font que se plaindre du mauvais courant électrique, des délestages intempestifs, des transformateurs foutus, des câbles électriques pendants, des poteaux amortis, des factures spéculées, surtout avec les nouveaux compteurs de nos amis chinois, presque calés au seul avantage de l'État. Bref, d'un réseau électrique vieillissant. Dans la vie, lorsqu'on fait fi des urgences et des priorités, des événements malheureux pareils peuvent se multiplier. Tout en souhaitant que le pire n'arrive pas à notre concitoyen, c'est du reste une occasion pour marteler sur l'insouciance coupable que fait montre Énergie électrique du Congo dans la maintenance et le suivi conséquent de son réseau de distribution électrique. Voilà, nous quittons hélas un malheur pour un autre malheur. Hier samedi, dans le quartier Mpaka, il a été retrouvé un corps sans vie d'un nouveau-né. Là encore, malheureusement, les circonstances de cette forfaiture, de cette dame, ne sont pas encore connues de nous. Retrouvons Milano Royal pour le récit, mais toujours attention aux âmes sensibles. La découverte du corps sans vie de ce nouveau-né sur l'avenue des Caravanes en partant du quartier Chimani vers Ngoyo, précisément sous le pont situé non loin de l'église armée du salut Mpaka, a choqué plus d'une personne. Il ressort que ce nouveau-né de sexe féminin doit peser environ 3 kilos. Son cordon ombilical encore collé à lui, des signes qui démontrent à suffisance que celui-ci venait tout juste de voir le jour. Des cris d'un nouveau-né auraient été entendus dans la nuit du 24 au 25 septembre sans que quelqu'un n'y prête vraiment attention. Un habitant de ce quartier dénonce la non-assistance à personne en danger. Soit disons depuis la Bible là nous allons moine qui na dilak obetana wa moine dilak mais pourquoi pas vous me gavez la coin tel là fallait pas vous me coin tel côté moine qui na dilak peut-être que bam nous sauver moine mais ba on va la zonaka quand même kakela kuzaka o betu wala moine na dilak mais le magweta. Au-delà de toutes les considérations mystico-spirituelles dont certains évoquent dans ce genre de situation, les femmes sont les plus indignées de cet acte perpétré par une des leurs, sans foi ni loi. La motivation à faire ainsi reste jusqu'ici inconnue. Quelqu'un
De la fécondation à l'accouchement, 9 mois s'écoulent. Comment et pour quelles raisons une femme peut-elle en arriver là après avoir traversé toutes ces étapes et de surcroît après avoir ressenti les douleurs de l'enfantement? Pendant ce temps, plusieurs autres femmes s'usent les genoux dans les églises pour pouvoir avoir un enfant. Le monde véritablement à l'envers. Quittons la mort pour une information plus ou moins gaie. Le pasteur Aimé Michel Titembo, leader de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, se déclare être l'envoyé, sinon le messager de Dieu de ce temps présent. Il l'a fait connaître au cours, s'il vous plaît, d'un séminaire qui s'est ouvert le 23 septembre au quartier La Poudrière. Notre reporter Prince Azuka Chikaya nous fait revivre ici l'ambiance qui a prévalu le premier jour. Ce séminaire d'édification qui durera 3 jours est placé sous le thème « Explication et justification du ministère de Michel ». Pour ce premier jour, le sous-thème développé est « Pourquoi Aimé Michel Titembo déclare être l'envoyé de ce temps ». Les disciples de Michel, versés dans l'adoration, ont eu droit à la prédication tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 12, qui démontre, selon le prédicateur messager, que c'est bien lui l'envoyé de Dieu de ce temps. Le pasteur Aimé Michel Titembo, c'est bien de lui qu'il s'agit. Leader des assemblées chrétiennes, s'est prêté à notre caméra au sortir de ce premier jour de séminaire. Je suis venu relayer la mission de Paul. Et que depuis que Paul est parti, l'église est restée carrément à la perdition. Donc présentement, na bengi batoba yaka, na la kisa bango oyo bisale eza yangai. Pour que bango paye bango bazali. Ceux qui bazana ba preuve ba démonstration, na kolaksangak ezangate. Totangi Biblia ni wana bakoye bake ceux qui naza motinda mi ya solo ou ya solo te. Parce que nègre tozalawa toujours ce qui nazali naza motindami naba oyo bakondimanga naba oyo pe bakoboyanga. C'est dans cette louange à l'Éternel que s'est terminée cette première journée. Abordons le dernier virage de cette rétrospective. Comme chaque métier, le journaliste ou le professionnel de l'information regardé en chaîne de faïence par nos politiques ou incompris dans son rôle par la plupart des citoyens de notre République ou à travers le monde, joue pourtant son rôle, mais un rôle important dans la société. Avant de vous quitter, nous vous proposons cet éditorial. Que serait le monde sans journalistes ? Chacun est appelé à jouer un rôle dans la société mondiale que nous constituons. Et c'est justement le rôle bien joué par les uns et les autres dans leur domaine de compétences qui rend agréable la vie. Le journalisme, justement, est un des métiers dans la panoplie des métiers qui rendent agréable la vie dans tous les secteurs d'activité. Mais le rôle de ce noble métier est différemment compris des communs des mortels. Le grand public, les chefs d'entreprise, les diplomates, les scientifiques, les religieux et surtout les autorités politico-administratives et militaires, prenant les journalistes pour des adversaires ou pour des éléments gênants et dérangeants dans la société. Il y a tout de même dans ce lot une minorité qui connaît leur place et le rôle salutaire qu'ils jouent dans la société. Mais c'est finalement quoi le journalisme ? Suivez attentivement s'il vous plaît. Selon Michel Voirol, un de nos ancêtres du métier, le journalisme c'est quoi de neuf ? Et ce quoi de neuf, c'est tout ce que l'humanité fait de contre-loi et de contre-nature dans une société régulée justement par des lois, des règlements, des normes et procédures propres à garantir la stabilité, la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la justice, l'équité, l'égalité, la liberté, bref, le développement harmonieux d'un peuple partageant un destin commun dans un État. En effet, toutes les fois qu'une loi, civile tous azimuts ou naturelle, une norme, une procédure, n'est pas respectée dans un secteur quelconque de la vie en société, cette attitude contre loi
ou contre nature intéresse le journaliste. L'on qualifie ça de trouble à l'ordre public. Si les forces de l'ordre interviennent lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, les journalistes de même interviennent dans les mêmes conditions, chacun jouant simplement son rôle. Souvent, on leur demande des autorisations avant d'eux. Non, conformément à leur métier, ils n'ont pas d'autorisation à attendre ou à prendre de qui que ce soit pour intervenir. Ils sont en effet en mission partout où ils se trouvent. Ne pas récolter l'information à l'instant où elle se présente est synonyme à la non-assistance à personne en danger. Son ordre de mission naturel, exigé du métier, au-delà des ordres de mission administratifs, c'est l'acte contre loi ou contre nature constaté. C'est répondre à son rôle naturel, ce pourquoi il existe, pourvu qu'il soit un vrai et professionnel journaliste. Et chez le journaliste, le trouble à l'ordre public est plus étendu. Il n'attend pas toujours d'être saisi, mais il se saisit par obligation du métier. Par exemple, une école qui manque de table-banc et bien plus, les élèves assis à même le sol, est un trouble à l'ordre public. Un robinet dont l'eau ne coule pas est un trouble à l'ordre public. Le délestage du courant électrique est un trouble à l'ordre public. Une canalisation bouchée est un trouble à l'ordre public. Bref, on peut multiplier les exemples. Le journaliste a un champ d'action large. Dans ce Quoi de neuf de Michel Voirol, il vient mettre sur la place publique ces différents comportements maladroits qui froissent et entament le vivre ensemble dans le seul objectif de voir ces actes être réparés et reprimés si jamais. C'est pourquoi le journaliste est appelé le miroir de la démocratie dans une société démocratique. Il œuvre à restituer la vérité dans l'objectivité, l'impartialité et de façon équilibrée. Le journaliste a le rôle d'informer le public et l'information en elle-même est un bien public dont il a droit. Compris comme ça, un journal ne devrait contenir que l'information bien publique, c'est-à-dire fait d'un contenu qui ressort des faits contre loi et contre nature. En tout cas, loin de l'information propagande qui rend indigeste un journal. Vous avez raison, chers téléspectateurs, auditeurs, lecteurs et internautes, de vous emballer, de vous cabrer lorsqu'on ne vous offre que des journaux qui ne savent faire que la promotion des personnes et des biens. Demeurez exigeants jusqu'à ce que nous jouerons le rôle naturel qui nous est dévolu. Combien de citoyens savent qu'être informés est pour lui un droit, au même titre que le droit d'être éduqué. Un homme informé est un homme libre, dit-on. Mais quelle information rend libre l'informé? N'est-ce pas une information de qualité? Celle qui fait tout d'abord l'objet d'une information, s'il vous plaît. Donc contre loi et contre nature. Et qui est traitée dans les règles de l'art journalistique, en répondant aux cartésiens quoi, qui, quand, où, comment et pourquoi. Une information vérifiée à la source. Hélas, les sources d'information sont systématiquement et hermétiquement fermées aux journalistes, alors que l'accès libre aux sources d'information est garanti par la loi. Donc bloquer l'information propre à faire éclater la vérité et faire jaillir la lumière est contre loi dans une société. Et par le fait même, fait l'objet d'une information. C'est au nom de cette attitude coupable que vous n'avez pas parfois les infos que vous attendez de nous. Mais ce n'est pas ici une excuse pour faire de nous des journalistes propagandistes ou griots. Le propagandiste a sa place dans un organe de presse, oui, mais pas dans la salle de rédaction, au service commercial certainement. Car l'entreprise de presse a besoin d'argent pour supporter ses charges et être véritablement indépendant, servir le public une information tout aussi indépendante. Le monde sans journaliste serait invivable, dans l'obscurité totale, l'insécurité accrue, un monde où le plus fort serait indéfiniment au-dessus du faible, où la loi qui y régnera sera la loi de la force et non la force de la loi.
le monde sans journalistes serait constitué des républiques bananières. Car le journaliste en voie des sans-voix n'a pas de place dans une république justement bananière. Les pouvoirs publics devraient composer professionnellement avec ce quatrième pouvoir en vue d'un contrepoids légitime, se servant de ce pouvoir pour bien gouverner en recadrant ce qui doit l'être le plus simplement possible et ainsi affermir un règne ou un mandat. Fait comme ça, les deux pouvoirs ne se regarderont plus en champ de faïence. Le chevalier de la plume et du micro ne serait pas menacé ni jeté en prison pour son métier ou pour une opinion. Aimer les journalistes et leur rôle républicain, c'est aimer le peuple. Voilà, c'est la fin complète de cette rétrospective de la semaine, Madame, Monsieur. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous n'avons fait qu'accomplir notre devoir, celui de vous informer. L'information continue sur notre chaîne YouTube, TPT Plus TV. La semaine qui commence, vous serez en compagnie de Biguette Noblesse. À bientôt.